Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Pourquoi tu cours? Mon nom est Virginie Gagnon et je vais recevoir plein de beaux invités à travers les épisodes. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de l'organisation d'un marathon. Donc, on va recevoir le coordonnateur des mesures d'urgence et des services médicaux de Courons Montréal, Eddie Afram, et le directeur général de Courons Montréal, Alex Raté. Et on va parler de plein d'affaires super intéressantes. D'abord, le travail d'équipe colossal derrière l'organisation d'un marathon. Eddie Afram qui va nous expliquer l'importance de son département, les enjeux médicaux, les mesures mises en place. Et on va assurément entrer dans le côté émotif, humain. Alex qui va nous parler de ses rencontres humaines. Et on va parler du parcours du Marathon de Montréal, comment le tout se déroule sur place. Donc, je vous souhaite un très, très bon épisode. Alex, Eddie, je suis tellement contente de vous avoir sur le podcast. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Tu sais, on a Alex qui incarne la vision, le rayonnement du marathon de Courons Montréal. Et toi, Eddie, c'est comme la sécurité, c'est la rigueur. Fait que je trouve qu'on se complète bien. C'est une super belle équipe. Ouais, hein? Si je vous demande, pour débuter, qu'est-ce qui fait le succès d'un marathon, selon vous? C'est quoi? Je vais le dire une première fois, mais peut-être je vais le dire plusieurs fois. Là, c'est une super bonne question. Je pense que c'est le pouvoir attractif de Montréal qui fait le succès du Marathon de Montréal. Ça reste un exploit en soi là, de courir 42,2 km. C'est pas donné à tout le monde. Mais le fait que ça soit à Montréal, avec toute l'histoire, toute la richesse qu'il y a derrière cet événement-là, c'est ce qui fait le pouvoir attractif de cet événement-là. Puis j'imagine la sécurité est un aspect important d'un marathon. Eddie, parle-moi de ton implication, toi, dans le marathon, surtout cette année. Comment ça se passe? Je suis avec Alex et l'équipe depuis le renouveau du marathon post-COVID 2022. Donc, évidemment, plusieurs années avant dans l'événementiel, incluant d'autres marathons à Montréal. Mais moi, j'ai le goût de te dire avant que c'est un travail d'équipe. Mm-hmm. Et le fait que les observations qu'on va partager aujourd'hui, ce qu'on va te raconter, ce qui nous anime, nous aussi, c'est qu'on a une belle équipe qui fait l'unité de ça. Et c'est le résultat de, justement, l'expérience que les gens ont, c'est le travail de cette équipe-là qui est derrière là des mois d'avance. Ouais, toi, Alex, c'est quoi qui t'anime le plus dans ce que tu fais à titre de directeur général? Ouais, ça fait une vingtaine d'années que je suis en événementiel. J'avais vraiment envie, sans aucune prétention, mais de pouvoir avoir un impact dans la vie des gens. Puis de permettre à ces gens-là, ces 35 000 coureurs cette année, 10 500 au 21K, c'est de leur permettre de pouvoir courir, de mettre une date au calendrier, d'instaurer un changement dans leur vie. C'est vraiment ça qui me motive là, de me lever le matin puis de travailler avec cette belle gang-là. Oui, puis toi, à chaque année, j'imagine, tu vois un peu l'évolution de la popularité du marathon? Oui, la course à pied va bien en ce moment. Là. Des fois, j'ai l'air d'un génie avec les idées, avec tout ce qu'on fait, mais en même temps, la course à pied va tellement bien. Le monde attire le monde là, un peu. Là. Donc, plus il y a de gens qui courent, plus ça donne envie aux gens de courir. Là. Le processus de décision de s'inscrire à une course à pied commence quand on voit quelqu'un courir. Donc, le fait d'avoir 35 000 personnes qui courent dans les rues de Montréal, ça fait des petits. Ben oui, et c'est ça, tu viens de le dire. Souvent, on va être spectateur, puis on se rend compte que ça a tellement de l'air le fun qu'on va s'inscrire l'année d'après. Tu sais. J'imagine que tu as déjà vu des gens que, c'est ça, ils ont tombé en amour avec le fait de voir des gens avoir du fun. Oui, puis souvent, il y a tellement de personas différents, il y a tellement de physionomies différentes, il y a tellement de gens différents. On a plusieurs distances aussi. Là. On parle beaucoup du Marathon de Montréal, 42,2 km, mais on a aussi un demi-marathon, un 10 km, un 5 km, 1 km pour les enfants. On a même un mile aussi. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Puis souvent, quand les gens courent, ils disent, pourquoi pas moi? Tu sais? Donc, c'est là qu'ils se disent, il y a un petit déclic qui se fait, puis ils disent, coudonc, moi, je vais me lancer ce beau défi-là de courir un 5 km, un 10 ou même le marathon. Je suis partie fort avec ma question. Tantôt, j'ai dit, c'est quoi qui fait le succès d'un marathon? Pour débuter, je vous ai posé cette question-là, mais au final, on pourrait comme répondre à la question pendant des heures parce qu'au final, il y a tellement d'aspects qui font le succès d'un marathon. Pourquoi vous pensez que les gens choisissent le Marathon de Montréal plus qu'un autre? Parce que comme je disais tantôt, c'est certain que Montréal, peu importe ce qu'on va en dire, reste une belle ville. Là. C'est une belle ville d'événements sportifs à Montréal. On le voit avec le rayonnement que évidemment les Canadiens de Montréal ont, que ce soit tous les autres événements, la F1, le tennis. Les gens s'approprient leur événement et sont fiers de leur événement. C'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir aussi au niveau du Marathon de Montréal. Puis un peu, Eddie parlait du renouveau du marathon
bénévoles de Montréal, c'était vraiment de redonner un peu ce marathon-là aux Montréalais, qui soient fiers de leur marathon, qui se le réapproprient. C'est vraiment aussi avec la communauté de course. Il y a vraiment plusieurs aspects qui font en sorte que Montréal a un pouvoir attractif. Puis c'est une belle ville d'événements sportifs. Là. Je pense qu'on doit parler du travail qu'il y a derrière un marathon. T'sais, moi, mettons que je suis une coureuse et je vais m'inscrire au 10. Bon, pour le marathon de Montréal, moi, je vais aller courir chez moi, je vais m'occuper de ma performance, mais vous travaillez à ce que le processus se fasse bien jusqu'à temps que la journée X arrive. Vous êtes dans quoi, là, présentement? Comment ça se passe? Ça fait 1 an que vous travaillez sur le marathon, j'imagine? En ce moment, c'est le fun parce qu'il y a un engouement qui est exceptionnel pour la course à pied. Au moment où on se parle, on est déjà complet au niveau du marathon, on est complet au niveau du demi-marathon. Donc, c'est 21 500 coureurs qui se sont déjà commis à s'inscrire au marathon. Fou, hein? On a le 10 km à 5 km qui sont des distances qui vont finir complet. Là. C'est des décisions un peu plus proches de l'événement que les gens décident de se lancer dans ce genre de défi-là. Mais l'engouement pour la course à pied est tel que en ce moment, à 6 mois de l'événement à peu près, ben là, on vient qu'on a une belle équipe aussi, comme Eddie disait. C'est notre 5e marathon qu'on va livrer. Ouais. Donc, il y a une certaine routine qui s'installe, il y a une certaine expérience aussi qui s'installe. Donc là, en ce moment, c'est vraiment le fun parce qu'on peut travailler, on peut vraiment maximiser l'expérience du participant en ce moment. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille pour arriver que les gens aient du plaisir lors de l'événement. Puis après, le bouche-oreille fait en sorte que ça crée des petits, puis ça crée des ambassadeurs qui viennent à une marathon bénévole de Montréal. C'était vraiment trippant. Puis oui, ça devient une date au calendrier pour l'année d'après. Là. Toi, tu travailles 18 mois d'avance sur un marathon. Et toi, Eddie, c'est 13 mois pour la sécurité. Ouais. Comment tu fais en sorte d'arriver au marathon prêt au niveau de la sécurité? On connaît notre travail à faire. On connaît notre équipe. C'est une équipe qui est extrêmement bien rodée, qui revient d'année en année. Donc, il y a plusieurs éléments de notre travail qui nécessitent quand même quelques petits ajustements d'année en année, mais autrement... Mais c'est quoi le travail? Le modèle est éprouvé. Écoute, il y a un volet de sécurisation du site, donc de rendre le site sécuritaire pour les gens qui l'occupent, pour les participants qui transitent. Il y a aussi une valeur de santé, donc c'est de s'assurer que lorsqu'un incident, si un incident survient, les gens sont pris en charge adéquatement et reçoivent des soins de qualité. Et il y a un volet aussi de prévention où est-ce qu'on s'assure que les incidents qu'on pourrait prévenir soient évités. Oui. Là, il y a plusieurs choses que le Marathon de Montréal offre, notamment pour la sécurité. Oui, exact. On a un modèle de soins, notamment, qui n'est pas particulièrement unique, probablement au Canada. On est un des seuls événements au Québec qui a des ententes de transport avec les services d'urgence, ce qui veut dire qu'un participant qui subit un malaise, on a développé un modèle de clinique qui offre des soins entièrement adaptés à la réalité des coureurs pour un marathon dans un centre urbain comme Montréal, ce qui veut dire que les services d'ambulance transportent le patient non pas vers l'hôpital, mais vers notre clinique qui offre un service de qualité équivalente ou supérieure à ce qu'il serait dans un hôpital. Ça fait en sorte, dans le fond, que on s'assure de la rapidité de la prise en charge du marathonien ou du coureur? Il y a une question de rapidité, c'est sûr, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Ouais. Mais on est surtout dans une question de qualité de soins qui est adaptée. Donc, je te donne un exemple. Un des enjeux médicaux qui inquiète le plus une équipe éprouvée, c'est un participant qui subit un coup de chaleur. Et on sait qu'un coup de chaleur, ça tue. Mm-hmm. Un coup de chaleur, dans la littérature médicale, c'est presque 50% de taux de décès si ce n'est pas traité très rapidement. Okay. Là, c'est important de comprendre un coup de chaleur. Là, on parle de quelqu'un qui a une température interne de 40 degrés en montant. Là. C'est quand même des chiffres qui sont extrêmement dangereux. La seule façon de soigner ça, c'est un refroidissement extrêmement agressif et rapide par une immersion de bain de glace. Il n'y a pas d'hôpital au Québec, probablement en Amérique du Nord, qui a une capacité de bain déjà de près en s'attendant à recevoir un coureur en coup de chaleur. Ouais. Et reconnaître des signes et symptômes dans la réalité d'un coureur, c'est quelque chose que nos équipes se sont habituées. À l'hôpital, je vois, je ne sais pas, 100, 150 patients passer si je suis une infirmière au triage. Des patients qui sont confus, qui sont étourdis, c'est pas toujours acquis de penser « Hey, tu viens de courir, tu viens du Marathon de Montréal, tu as peut-être plus ton dossard. » Avant de penser que c'est un problème, je ne sais pas moi, de débalancement métabolique, il y a peut-être un problème aujourd'hui qui est
tu es en coup de chaleur. Tandis que nous, on l'assume jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Donc, dans toute notre façon de travailler, c'est axé vers identifier les causes les plus fréquentes. Moi, ce que je trouve fou, c'est que le coup de chaleur survient souvent lors de journées assez chaudes. On ne peut pas le savoir d'avance. La température, je pense que c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler. Cependant, on peut contrôler comment on réagit face à la météo. Donc, tu as divers plans d'action, tout dépendant de la météo qu'on ne peut pas vraiment savoir d'avance. Ça nécessite beaucoup de capture de données, ça nécessite beaucoup de connaissances particulières de l'environnement dans lequel on travaille. Tu sais, je te dis, Montréal, c'est pas juste une température que tu regardes sur Météo Média le matin puis tu dis il va faire chaud, c'est bon. Ouais. Ben, Montréal, n'importe qui connaît un peu la géographie à Montréal, c'est une multitude de microclimats. Ouais. C'est des îlots de chaleur un peu répartis. Puis 42 km, on ne parle pas de faire 4 tours de 10 km dans le parc Jean-Drapeau, tu sais, où est-ce que tu aurais un microclimat unique. Là, on serait dans une situation où j'ai un stretch sur Christophe Colomb sur Saint-Laurent, des fois, dans des zones où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, versus Saint-Joseph, qui est très beau avec beaucoup d'ombre générée par la végétation. C'est pas la même réalité du tout. Puis on regarde le coureur un peu moins expérimenté qui commence sa course 7h45, 8h le matin. T'sais, Alex, toi, tu l'as vécu plus comme participant toi-même, mais c'est un peu l'exemple qu'on donne. Il commence sa course tôt le matin, il va la finir à 13h, 13h30, 14h. Il aura passé de 8 degrés en matinée à 27 degrés en fin de journée. Ça, c'est un écart de presque 19-20 degrés que son corps absorbe en l'espace d'une même course et d'un même événement. Humidex à 40. Humidex à 40, il n'y aura pas de course. Non, ah oui, c'est quoi ça, le... c'est dangereux. Okay. Ça, c'est dangereux. Il y a des normes, évidemment. On n'improvise pas des décisions comme ça. Il y a des normes bien rigoureuses sur lesquelles on s'est basé pour faire des recommandations à l'équipe de gestion. Puis évidemment, lorsqu'on prend des décisions comme ça pour dire je te recommande de décaler, d'annuler ou, dans certains cas, complètement stopper un événement, c'est pas improvisé. C'est basé sur un scénario bien valide. De toute façon, on comprend pourquoi le marathon n'a pas lieu en juillet, dans le sens qu'on veut limiter aussi les chances d'avoir des journées qui sont un peu trop chaudes. Alex, tu organises le marathon, mais tu es également coureur. Toi, qu'est-ce qui te rassure? Quand tu fais un marathon, qu'est-ce qui te rassure le plus en tant que coureur, que ce soit pendant le parcours, avant? Y a-tu un élément que tu fais comme « Hey, eux autres sont vraiment sur la coche, là. » Ici, dans cette ville-là, que ce soit New York, Boston, tu l'as pas fait, mais tu y as assisté. Y a-tu quelque chose que tu fais? Ça, c'est primordial d'avoir ça sur le marathon. D'avoir un environnement qui est... D'abord, tu as des rues fermées. Là, donc, la présence, évidemment, des barricades, la police, des agents de sécurité. D'avoir tout ça, puis d'avoir une masse de gens aussi amène un sentiment de sécurité. Je peux pas dire que dans un des événements que j'ai fait, je me suis senti en danger en quelque sorte. Il y a peut-être un peu de naïveté là-dedans, là, mais j'aime... puis je le sais, tout le travail qu'il y a derrière ces organisations-là. Donc... pour d'avoir des événements comme New York ou un peu plus prestigieux, ben, tu sais qu'eux ont fait leur devoir puis que tout est en place pour avoir un événement sécuritaire. Oui. Avez-vous déjà été témoin, puis pas nécessairement besoin de nommer l'événement ou la ville, où il y a eu une lacune, un manque quelconque? Avez-vous déjà été témoin de ça? Oui. Comme quoi, par exemple? Un manque de préparation. Je vais dire beaucoup de naïveté. Il y a beaucoup de facteurs chance axés sur la naïveté. Il y a 2 phrases qui tuent dans le domaine, puis c'est bon, je pense, pour n'importe quelle personne qui fait de la gestion des risques. La phrase numéro 1, c'est « On a toujours fait ça comme ça ». On ne veut pas évoluer. Il n'est rien arrivé l'année passée. Exactement, tu l'as bien dit. Il ne s'est jamais rien passé ou il ne s'est rien passé, donc ça a bien été. Non, des fois, le « c'est rien passé », c'est un facteur chance. Ça m'allume, ces phrases-là. Là, c'est phénoménal parce que... donc, il y a beaucoup de naïveté, il y a beaucoup de comment je peux dire? Il y a beaucoup de chance. Il y a aussi beaucoup de promoteurs. Puis c'est pas nécessairement au Québec. Moi, j'en ai vu beaucoup dans le monde des courses aussi. J'ai voyagé beaucoup pour les voir. C'est ça. Il y a un aspect aussi, c'est que dans les dernières années, il y a des événements qui avaient 2-3 000 participants qui réussissaient bien, qui probablement qu'il n'arrivait rien d'année en année, où il y avait des cas, les hôpitaux étaient capables de le prendre. Mais avec le boom de la course, il y a eu des augmentations. Comme nous, on a eu une augmentation de 40 % d'une année à l'autre. Donc souvent, c'est d'avoir une croissance, oui, mais c'est d'être capable d'adapter en conséquence. D'adapter en conséquence pour que l'équipe soit de... C'est ça. Parce que ce que Eddie dit souvent, c'est que, oui, avec 35 000 coureurs, oui, nous, on doit avoir une capacité parce que le système de santé un système de santé qui est déjà à surcapacité
pourrais pas prendre un volume que nous, on accueille au site d'arrivée du marathon. Donc, on a vraiment un impact, oui, sur la circulation, oui, mais aussi sur le service. Si on laissait au hasard les participants de se rendre dans un centre hospitalier, comme certaines courses font en ce moment, ça pourrait pas fonctionner. Puis c'est là que ça serait pas responsable en tant qu'organisation. Mais non, mais la clinique sur place, dans ma tête, c'est primordial. Là. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus. Ce serait pas réaliste en 2026 d'avoir cette discussion autrement. Je pense que la clinique a fait ses preuves et c'est un thème qui revient souvent, que les gens se sentent quand même bien en sécurité. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on n'accepte pas de laisser ça au facteur chance. On tente de contrôler le maximum de l'expérience, que ce soit le client dans son expérience client. Moi, je le vois pas nécessairement d'un côté expérience client, je le vois d'un volet, je veux m'assurer que tu sois en vie et en sécurité. Fait qu'on va commencer par finis ta course vivant, finis ta course en santé, finis ta course en sécurité, mais finis ta course aussi en te sentant en sécurité. Parce que si tu étais en sécurité, mais que tu ne l'as pas réalisé et que tu t'es senti en danger, ça reste un échec. Donc, il faut de la visibilité, il faut des soins, il faut que les gens voient l'équipe présente, il faut qu'ils se sentent soutenus. Donc, il y a un volet aussi de visibilité, de prévention, de présence. Et après ça, bien évidemment, lorsque l'incident survient, on est là, on va y répondre, mais la réponse qu'on va te donner ne sera pas laissée par la chance, elle sera calculée, voulue, avec un outcome attendu à ce moment. Oui, non, c'est ça. Augmenter de 40 Je veux dire, veux pas, c'est plus de bénévoles. Y a-t-il un prorata, tu sais, mettons 35 000 coureurs, c'est quoi? C'est pas une formule magique. Non. Il n'y a pas de formule magique. On peut compartimenter certains services, puis là, excuse le terme bien technique, mais c'est-à-dire l'équipe médicale, par exemple, c'est un compartiment dans l'ensemble de tous les services qu'on donne. Ouais. Le compartiment médical nécessite une surcapacité en tout temps. Parce que je ne planifie pas pour 35 000 personnes où tout va bien aller. Je planifie pour 35 000 personnes où tout va mal aller. Et je dois donc être capable. Donc, je préfère avoir une équipe médicale qui travaille à 20 % de capacité où tout le monde se tourne des pouces. Ou est-ce qu'on va se regarder en disant « Ouais, il y a peut-être bien trop de monde. » Non. Mais l'année d'après, il a fait chaud, puis tu étais à 100 % de capacité, puis tu n'as pas arrêté. J'ai été capable de l'absorber. Mon Dieu, c'est une belle philosophie, ça, par contre. Ouais. C'est des bénévoles dans le jus, s'il arrive un pépin, c'est peut-être là qu'on est déjà saturé, tout le monde fait quelque chose. Donc, je vais pousser plus loin aussi, c'est l'absentéisme. Il y a beaucoup de gens qui laissent ça au hasard. C'est quoi le taux de bénévoles qui ne se présentera pas le matin? Puis je vais aller plus loin. La nouvelle réalité, c'est quoi le taux d'employés qui ne se présentera pas ce matin? Ouais. Donc, je book, par exemple, des agences de sécurité. Je dois me prévoir un cut-off de taux d'absentéisme parce que quand même bien que c'est sans responsabilité au sens du contrat, je ne l'ai pas plus le staff, mon départ ne peut pas être donné. Ouais. Donc, mes agents de sécurité, pour fermer un parcours de 42 km, c'est en centaines d'intervenants que ça me prend. Cette centaine d'intervenants a besoin d'un buffer où est-ce qu'on va surbooker, excusez l'anglicisme, des agences pour nous donner de la surcapacité pour pallier à la non-présence de leurs intervenants le matin. Même chose avec nos bénévoles, même chose avec notre équipe médicale, même chose avec toutes les facettes de l'équipe. Oui. Et tu sais, c'est fou parce que la sécurité, c'est pas juste sur le parcours. Ça commence à la remise du dossard. Tu fais des marathons, tu sais qu'on te remet souvent un sac qui est transparent. Ouais. Ça se peut-tu? Il y a une raison pourquoi il est transparent, le sac. Tu sais, fait que tout est vraiment pensé, là. Il y a plein de mesures d'urgence qui commencent par des stratégies de prévention. Et sans rentrer toutes dans les détails, effectivement, il y a des stratégies en sécurité qu'on emploie qui permettent de faciliter la fouille, qui permettent de faciliter, par exemple, l'identification d'un colis suspect, des choses comme ça. Donc, des sacs transparents, des poubelles transparentes, c'est des exemples très... j'apprends rien à personne, là, mais moi, tu me l'apprends. C'est vrai, t'as raison. Je vis dans ma bulle des fois, fait que je pense que tout le monde... On parle beaucoup d'organisation de marathon, puis tu sais, j'entends parler Eddie depuis tantôt, puis j'ai la chance de faire affaire avec des experts comme ça. On a Mario Blain aussi, qui est notre directeur des opérations, qui a plus de 35 ans d'organisation en événements. C'est ce que on parle de succès d'un événement, mais c'est de se reposer sur ces piliers-là, sur ces experts-là, qui font en sorte que quand on arrive le matin de l'événement, on n'est pas en paix parce qu'on organise un party puis il y a 35 000 personnes qui s'en viennent, mais on le sait que peu importe ce qui va arriver, on va faire tout à notre possible pour que ça se passe bien. Fait que je l'entends parler, puis c'est ça qui me vient en tête, là, d'avoir la chance de compter sur une équipe solide comme ça. Hey, c'est tellement le fun comme organisateur d'événements quand tu arrives le matin même et que c'est une fébrilité que tu as et non un stress. Tu sais, je suis là depuis 2022, depuis la première année
qu'on a repris le marathon. Puis en 2022, c'était beaucoup le stress. Là. On était une petite équipe. On a monté ça en 4-5 mois. On a vraiment réussi à faire un beau miracle pour arriver à 14 500 coureurs. Encore une fois, Eddie était là, Mario était là. Fait que c'était des solides piliers sur qui s'appuyer pour avoir un peu pour bâtir cette croissance-là. Puis comme tu mentionnais, depuis 3 ans, je fais un peu le parcours. Là. Je pars du site d'arrivée, je vais prendre le métro pour me rendre au site de départ. Puis je me mets un peu dans la peau du coureur, puis c'est de voir les gens, eux, ils ont une certaine fébrilité, une certaine nervosité. Tu vois que ceux qui sont un peu plus expérimentés, qui aident ceux qui sont un peu plus stressés. Donc, il y a vraiment, c'est un super beau feeling. Puis moi, j'ai ma fébrilité aussi en tant qu'organisateur. Fait que c'est vraiment le fun de se rendre le matin au départ, de savoir que toutes les équipes travaillent fort, puis qu'on va passer une belle journée. Puis peu importe ce qui va arriver, on va la passer ensemble, puis on va réussir à créer des beaux souvenirs, autant nous en tant qu'organisation, mais les participants aussi. Mais toi, le jour même, est-ce que toi, le travail est fait en amont ou tu t'en vas travailler? Qu'est-ce que tu fais exactement? Le jour du marathon, je te trouve où? Chez moi, le but, c'est que je travaille le moins possible. Ah ouais, hein? Donc moi, je suis là un peu pour chapeauter l'équipe, là, mais comme, encore une fois, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. On a eu le 21K Nespresso de Montréal récemment, puis c'est le fun de voir toutes ces fourmis-là travailler. Puis juste moi, d'être là en support, que ce soit support moral ou donner un coup de main à tasser des barricades ou juste être là pour encourager les participants à l'arrivée. J'aime beaucoup ça, être à l'arrivée, faire des high-fives aux gens. Fait que moi, c'est un peu ça mon rôle, être un peu en support physique, moral en cas de besoin. Mais c'est un super beau feeling. C'est un sentiment de fierté aussi d'avoir réussi à bâtir cette équipe-là à travers les années. Là. Ça te rend-tu émotif? Une fois que la journée est terminée, là, c'est quoi le sentiment qui t'habite? Moi, je suis... Dis-le donc, tu pleures. Moi, je suis tout le temps émotif. Puis oui, c'est sûr que au 21K récemment, j'en perds mes mots parce que, encore une fois, là, je suis tellement fier de l'équipe. Puis oui, je viens émotif. Là, c'est sûr que j'ai les yeux dans l'eau. Puis j'en parle, j'ai des frissons, mais c'est un super beau feeling. Puis, mais par exemple, il y a une chose, c'est tant que le dernier coureur n'est pas arrivé, je reste encore sur mes gardes, parce que tant que le dernier coureur n'est pas arrivé, il peut arriver quelque chose. Donc, des fois, on est au marathon, il est midi et demi, puis là, félicitations Alex, good job. Je suis comme, le dernier coureur n'est pas rentré. Tant qu'il n'est pas rentré, je m'ouvrirai pas de bière, je ne célébrerai pas, je vais rester sur mes gardes encore. Puis quand les derniers coureurs arrivent, avec toutes les équipes, on se mobilise, puis on fait une belle aide d'honneur pour accueillir ces derniers coureurs-là. C'est toujours émotif là, de voir les derniers coureurs franchir parce que en tant que coureur, tu sais un peu, il a passé à travers quoi, puis c'est spécial. Oui, t'as-tu un moment en tête dans les dernières années qui t'a marqué un peu plus qu'un autre? Que ce soit au fil d'arrivée ou pendant la journée du marathon, y a-t-il quelque chose que... Oui, c'est drôle parce que ça a été capté en plus, c'est devenu un running gag avec certains amis. C'est le dernier coureur au marathon l'année passée. Quand il est arrivé, j'ai dit « T'es un marathonien, man. » C'est Karim? Oui, c'est ça exactement. « T'es un marathonien, man. » Puis cette phrase-là est restée dans les vidéos, puis c'est vrai, là, c'est comme un fucking marathonien, là, c'est malade, là, faut être fier de ça, puis moi, le monde me demande tu cours en combien? Je m'en fous en combien de temps on court, là? Tu l'as fait, là. J'ai fait 42.2 C'est ça, on s'en fout du temps, là. L'important, c'est le sentiment d'accomplissement de. Ouais. Parce que le dernier record qui vient d'être battu en 1,58 ou Karim qui l'a fait en 6 heures, et tu regardes les yeux des gens, c'est le même sentiment de fierté, là. Peu importe le temps, peu importe la distance, peu importe c'est un accomplissement en soi, là. Puis moi, je suis capable de voir aussi toutes les heures de préparation qui sont en amont du marathon parce que c'est la cerise sur le Sunday, la journée du marathon, là, le vrai travail, puis tous les efforts, puis tous les sacrifices, tous les samedis soirs que tu n'as pas passé avec tes amis parce que tu étais en long run le dimanche. Moi, je le vois dans les yeux de ces gens-là quand ils franchissent la ligne d'arrivée, puis il est là l'exploit. Là. Après ça, nous, on est juste là pour créer un cadre sécuritaire, puis de leur permettre d'accomplir ces exploits-là. Ah non, c'est tellement un gros événement. Puis, il faut également un événement qui est fluide. Moi, je trouve ça beau de voir que, tu sais, le coureur arrive, prend son dossard, mais tu sais, il n'y a pas de...
Je sais pas comment dire. C'est jusqu'à temps que tu termines ta journée, là. Ben, Ben, tout se passe bien. C'est comme un... C'est un processus. Oui, c'est ça. C'est comme une chaîne d'approvisionnement dans laquelle il y a une expérience humaine qui doit être saisie et vécue par le participant. Donc, Alex parle bien de l'expérience humaine qui a mené à la course. Nous, on donne un contenant événementiel dans lequel il peut réaliser cette expérience-là. Ouais. Cette expérience-là, c'est un flux. C'est une trajectoire dans laquelle différentes avenues sont possibles. Tu présentes, tu ramasses ton dossard, tu te présentes à la course, tu déposes ton sac, tu te mets dans ton corral, ton départ est lancé. Fait que toi, tu es une séquence de flux pour lequel des avenues différentes sont possibles. On espère juste que l'histoire racontée par le lecteur, là, pour reprendre l'analogie, c'est ce qui va bien se passer. Il a fini, il ramasse sa bouteille, pas sa bouteille, son verre d'eau, pardon. J'étais encore il y a 20 ans. tu ramasses ton verre d'eau, ta médaille, tu vas à l'approvisionnement, tu récupères ton sac, puis tu t'es réuni avec ta famille, profites de ta journée, puis bravo, l'expérience est bonne. Ouais. Il y a des gens pour qui, des fois, la trajectoire est différente, puis malheureusement, c'est des besoins d'aide qu'ils ont reçus. Donc, on doit les soutenir et être là pour eux, autant que la personne qui a eu la belle journée. Ouais. Tu sais, sur 21 ou 40... Oui, vas-y. Ouais, ce que j'allais dire, c'est... J'utilise souvent cette analogie-là, c'est... Tu t'achètes pas une paire de jeans, là. Tu t'inscris à un événement de course à pied, là. Tu t'inscris à un marathon, tu décides de mettre un X sur le calendrier, là. Ton marathon, il est dans... Là, en plus, les gens, c'est déjà complet, là. Fait qu'ils se sont inscrits 1 an, 10 mois, 9 mois d'avance, là. Donc, c'est des gens qui ont décidé de mettre une date dans le calendrier, puis de changer en quelque sorte leur vie, là, d'adopter des saines habitudes de vie, de bien manger, de se prendre un coach, de s'acheter des beaux vêtements. Fait que c'est vraiment tout ce processus-là qui fait en sorte que le processus décisionnel de je vais faire le marathon de bénévole de Montréal, le marathon de Québec, le Ottawa, OK, c'est bon, j'ai choisi celui-là, je m'inscris, je m'entraîne, je fais les efforts, je fais les sacrifices, je vais chercher mon dossard, je me présente le matin de la course. Là, je m'amuse, là, j'ai du fun. Puis après ça, toutes les histoires qui sont créées, puis tout le brag de dire je suis un marathonien, je suis un demi-marathonien, c'est toute cette chaîne d'événements-là qui mène à cet événement-là. Oui. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de la sécurité sur le parcours, parce qu'un 21 puis un 42, j'imagine qu'il y a des sections que toi, tu détermines déjà en disant là, des fois, il y a plus d'enjeux qu'à tel endroit où, ne serait-ce que le positionnement des arbres, non, mais c'est aussi, ou les côtes et tout, là, y a-tu des moments clés que toi, tu sais exactement où tu dois mettre ton staff? Non seulement on le sait, mais le modèle a été prouvé. On a développé un modèle basé, oui, sur de la littérature médicale, mais sur des années de données qu'on exploite via notre événement aussi. On connaît, par exemple, le risque des derniers kilomètres dans un marathon ou dans un demi-marathon. Mais il y a d'autres endroits où est-ce qu'on peut anticiper le problème aussi, justement, en fonction du taux d'ombre, du taux de vent, des choses comme ça qu'on va modéliser. Le facteur le plus intéressant pour nous, c'est celui de la statistique de quel sera notre patient et qu'est-ce qu'il va avoir et où est-ce qu'il va être. On l'a tellement bien modélisé que dans les dernières années, le temps d'attente moyen pour une urgence de très haute criticité dans un marathon, comme au Marathon de Montréal, depuis 2022, c'est moins de 46 secondes. Okay. Donc, la majorité des gens qui ont subi, par exemple, un arrêt cardiaque ou qui ont eu des cas graves de coups de chaleur ou quoi que ce soit, ont été pris en charge en moins de 2 minutes. Et ça, le niveau d'intensité logistique pour se rendre à déployer ça nécessite non seulement une quantité phénoménale de ressources, un niveau de coordination testé au grain de sel près, mais on rajoute aussi à ça un niveau d'intelligence d'affaires très important pour prédire ça. Je peux te dire avec une certitude, OK, d'année en année, notre client qui va subir le malaise le plus grave, si ce n'est pas un arrêt cardiaque, ça va être un jeune homme de 25 à 35 ans qui court son premier demi-marathon, qui va s'effondrer entre le 17e et le 19e kilomètre du demi dans une journée chaude. Et il va avoir un coup de chaleur, possiblement une convulsion, dans les cas les plus graves, un arrêt cardiaque. On le sait avec tellement de certitude. Aïe, aïe, aïe. On va mettre une concentration de ressources à la fois ambulancières et de premiers répondants dans ces zones-là pour que lorsque le problème survient, on soit déjà là pour l'attraper. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Ces gens-là s'effondrent dans les bras de nos intervenants, pas à la ligne d'arrivée, sur le parcours où est-ce qu'on s'attendait à ce que ça survienne et qu'on soit capable de les prendre en charge.
Et ça, ce que ça veut dire, c'est que, les chances de survie sont extraordinaires. La prise en charge est instantanée. Il n'y a aucune séquelle. Et c'est des gens qui sont, dans le cas de nos arrêts cardiaques, pour prendre cet exemple-là, 100% réanimés. Il n'y a personne qui est décédé depuis 2022 à cet événement-là et j'en fais mon objectif professionnel, ça n'arrivera jamais. Parce que après on se dit, une chance que vous étiez là. Non. Le système a fait son travail. Il n'y avait pas de facteur chance. On l'a planifié, on l'a calculé, on l'a déployé pour que ce soit ça l'objectif. Hey, c'est fou, pareil. C'est des gens en forme aussi. Là. C'est des gens en forme. C'est des gens en forme, des joueurs de hockey, des gens qui sont... Des fois, football, sur la fébrilité, hein, tu veux, t'augmentes un peu ton GPS dans intensité ou ton allure. Ton allure, ouais. Puis là, finalement, tu te rends compte que tu veux tenir ça jusqu'à la fin, mais c'est pas possible. Hein? Je peux dire aux gens, faites votre entraînement comme il faut. Sachez dans quoi vous vous embarquez. Ouais. Surtout les demi-marathoniens qui sont surreprésentés dans les quantités de patients qu'on reçoit. Bon, si on dit c'est ceux qui s'inscrivent le plus aussi. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui ont couru des 10, des 15, mais ils n'ont jamais fait le saut jusqu'aux 21 km. Ouais. Et c'est ça, il suffit d'une mauvaise préparation, puis c'est ça. Mais il n'y a pas un facteur de corrélation unique à ça de toute façon. Non, mais c'est tellement intéressant parce que tu en as vu. Fait que, tu sais, que tu arrives quand même avec une donnée assez précise. C'est le demi, c'est entre tel et tel kilomètre. Et c'est tel type de personne. C'est quand même... Je veux dire, on peut regarder les chiffres avec une certaine fascination, une admiration, peut-être même je suis excité, je vois des stats, je suis comme, je vois un modèle. Ouais. Mais derrière ça, il y a un humain. Il y a un humain qui a eu une très mauvaise journée aujourd'hui. Ouais. Donc, moi, si le moindre des choses qu'on peut faire, c'est lui donner des soins de qualité, une prise en charge pour adoucir un peu son expérience. Et on lui dit toujours, j'ai hâte de te revoir l'année prochaine. Viens nous dire allô après ta course. Il y en a plusieurs qui reviennent. Oui, puis ça, il y a la majorité de nos clients qui ont fait, les quelques exceptions qui ont fait un arrêt cardiaque, sont revenus finir leur course l'année d'après. Moi, c'est incroyable. On ne le publicise pas, on n'en parle pas, mais dans le processus humain, tout ça, c'est que le lendemain, souvent, ou sur le lendemain, on va le voir à l'hôpital. On va les voir à l'hôpital, on va à leur rencontre, puis c'est toujours des moments hyper émotifs, puis de les voir à la fois qui ont eu ça dans leur vie, là, parce que pour la plupart, ça change une vie, ce genre de phénomène-là. Puis de voir quand même d'être... c'est un événement hyper humain là, d'aller à leur rencontre. On a la chance aussi. On parle d'équipe. On a un directeur médical, Dr. de Champlain, avec qui je travaille depuis des années, qui est aussi à l'avant-garde un peu de cette démarche-là. Il y a beaucoup de personnes dans l'arrière-plan qu'on ne voit pas. On voit Alex et moi aujourd'hui, mais je parle d'une équipe. Il y a Mario Blain au niveau de la sécurité des parcours. Il y a le Dr. de Champlain au niveau du médical aussi. Notre travail continue le lendemain de l'événement. L'événement n'est pas fini. OK, on passe à l'année prochaine. Ces gens-là, il faut continuer à les appuyer et les soutenir pendant les jours et semaines qui suivent. Et c'est pas eux l'histoire non plus. Là. Ça, c'est une histoire parmi 35 000 autres. Oui, ça change leur vie, mais ça change ma vie, ça change la vie d'Eddie, ça change la vie de leur famille aussi, tous ces événements-là. Puis c'est très touchant. Oui. Vous avez, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà créé des liens avec des coureurs, mais tu sais, 35 000 coureurs à chaque année, c'est 35 000 histoires qui, dans la majorité des cas, sont inspirantes parce que tout le monde va courir pour sa propre raison quand même. Oui, puis si on rajoute le 21K Nespresso, cette année, c'est 46 000 coureurs que Courons Montréal va permettre de courir. Donc, comme je disais tantôt, j'aime beaucoup être à la ligne d'arrivée puis faire des high-fives. Je connais beaucoup de gens aussi. Fait que c'est très stimulant. Puis une petite histoire au 21K récemment, il y a un monsieur qui franchit la ligne d'arrivée à 5 km puis il me saute d'un bras en disant que ça fait 6 mois qu'il a arrêté de consommer puis ça a changé sa vie. Là, wow. Là tu dis tabarouette, c'est pour ça que je me lève le matin pour c'est exactement pour ces histoires-là. Ouais. Toi, t'es chanceux. Moi, j'ai du monde malade comme ça. On est là pour eux, ça nous fait plaisir, on aime ce qu'on fait. C'est une passion, hein. On fait ça par passion depuis longtemps. Puis, si c'était pas aussi de l'équipe, on ne ferait pas. Là. Ouais. Si c'était pas d'Alex, de Mario, de François et de eux autres, je ferais pas ça. Un sport comme ça, tout seul. Et pour moi, c'est un sport, cette clinique médicale. Je cours pas, mais j'organise des mesures d'urgence. C'est du sport, c'est des anecdotes, c'est du stress, c'est de l'anxiété. C'est des nuits à pas dormir, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui te crée de l'anxiété? Si l'équipe autour de toi est excellente. T'as beau savoir que t'as tout fait en ton pouvoir,
moi, il y a une expérience client, oui. Moi, j'ai la vie de quelqu'un. Mon système est responsable de la survie de quelqu'un. Quelqu'un va statistiquement faire un arrêt cardiaque ou faire un coup de chaleur majeur. Et ça, c'est sur moi, là. C'est sur moi. Je suis le gars qui a mis son nom et qui a signé cette plan d'urgence en bout de compte. Fait que, oui, l'équipe, j'ai confiance qu'ils vont savoir quoi faire. Mais s'il y a eu une erreur dans le plan, si le plan a mal été exécuté, s'il a mal été communiqué, formé, s'il y a un angle mort qu'on n'a jamais pensé survient cette fois-là, même si ça fait 20 ans qu'on fait ça, that's on me, là. C'était un peu ça aussi, dans le sens que sur 35 000 coureurs, il va arriver un arrêt cardiaque ou peu importe. Ben c'est ce participant-là que l'histoire va s'écrire versus les 34 999 coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée. Ouais, ça, c'est marquant s'il arrive une bad Donc, luck. c'est ça. Fait que ça avait énormément de pression, surtout avec les certaines statistiques qui mènent vers cette direction-là. Je partage aussi ce stress-là. On a tout ce stress, puis je pense que puis moi, c'est ce qui m'attire aussi de travailler avec des promoteurs comme ça, c'est qu'ils valorisent l'humain au centre des décisions. Donc, il y a un volet très humain. Donc, c'est bien... Personne dans nos équipes, lorsqu'on se rencontre, même avec Alex, lorsqu'on fait des séances de travail, se dit « Ah, l'impact réputationnel de l'événement. » Ça, c'est après, là. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils vont être au cœur de nos décisions, que nos participants, nos coureurs vont être le summum important de ce qu'on fait pour qu'ils soient en santé, que c'est du fun, qu'il y ait une belle course. Puis, tu sais, s'il y a un backlash après, on le gère, c'est pas grave. L'important, c'est la personne. Et ça, moi, si je n'avais pas ces valeurs-là partagées avec ces promoteurs-là, si je n'avais pas cette relation-là avec Alex, mais aussi avec Sébastien Arsenault, la famille Arsenault qui est derrière l'événement, je n'embarquerai pas, là. Après 20 ans, je passerai à autre chose. J'ai d'autres projets, là. Comme tu disais tantôt, l'espèce de phrase on a toujours fait ça comme ça, toi, là, ça marche pas. On évolue, puis la science évolue, donc justement, on se pade encore plus d'année en année. L'ECMO, là, c'est ça, l'ECMO? Oui, t'as bien retenu ça. Oui, c'est récent quand même, là. Ça fait quelques années. On a fait des tests 2017-2018 avec d'autres organisations, mais c'est vraiment implanté dans l'offre de service depuis 2022. Dans le fond, on offre la capacité de recirculation extracorporelle. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Un participant qui serait extrêmement malade du cœur ou des poumons ou qui fait un arrêt cardiaque qu'on n'arrive pas à réanimer. On a une belle équipe avec un beau partenariat avec le CUSUM, le Centre université de santé McGill, où est-ce qu'on peut bypasser le cœur-poumon de quelqu'un, le brancher sur une machine, le garder en vie, le stabiliser puis le transférer à l'hôpital après. Et on est la seule équipe qui fait ça une fin de semaine comme ça en dehors d'un hôpital. Il y a des bonnes pratiques. Ça, c'est pas nous qui ont inventé ça. Le marathon de Paris, le marathon de Londres, par exemple, c'est des bels exemples. C'est un service qu'ils ont depuis des années. On s'en a inspiré. Il y a d'autres idées. Par exemple, le marathon de Québec qui fait ça aussi aujourd'hui avec ce qu'on a commencé à faire. Puis tu regardes ça, c'est un service qui est accessible à toute personne qui ferait un malaise majeur pour lequel l'équipe médicale nécessite de le transférer. Là. Mais c'est pas tous les événements qui ont... Non. C'est cœur-poumon artificiel, en gros, là, mettons? Oui, parce que ça te prend de la capacité avec ce qu'on appelle un cannulateur, un chirurgien cardio-thoracique, ça te prend des perfusionnistes. Donc, le niveau de soins, c'est pas tous les promoteurs qui ont besoin de ça. Il faut comprendre. Là. La course à 3000 participants, la probabilité de survenance de cet événement-là est très rare. Okay. Un arrêt cardiaque, là, statistiquement, c'est un à peu près par 100 000 coureurs. OK. Fait que, tu sais, on n'est pas dans... Nous, on est dans le volume, donc nécessairement, qui dit volume dit probabilité de survenance répétée. Donc, commençons avec ça. Après ça, ben, ça fait partie de cette volonté de dire personne meurt chez nous. Tout le monde va avoir une chance et on a les moyens de donner ça prend un investissement, pas juste en ressources. Il y a un investissement financier qui n'est pas négligeable, très important, encouru par l'organisation. Pour mettre ça, il n'y a personne au Canada, là, je pèse mes mots quand je dis ça, il n'y a aucune organisation au Canada qui met autant de ressources financières pour la santé et sécurité des participants dans n'importe quel événement. Que le Marathon de Montréal. Le Marathon de Montréal. Je fais de l'événementiel depuis 20 ans. Je suis un expert dans mon domaine. Je peux attester ça. Il n'y a personne au Canada qui en met autant. Ah ouais, hein? Et pas en termes de bénévoles, pas en termes de nombre. De ressources financières, en termes de soutien par le promoteur pour les services qu'on rend. C'est important de le dire parce que les gens ne réalisent pas à quel point ces services coûtent cher et pour lesquels
la vie sauvée n'a pas de prix. Mm-hmm. C'est ça le trade-off. Alex s'est dit, il dit souvent le matin, vous êtes une grosse équipe, mais je peux dormir. J'ai en paix avec sa chambre, vous êtes là. Ouais, mais ça vient avec des ressources faramineuses qui sont investies aussi. Là. Puis, Alex, outre la sécurité, qu'est-ce qui fait la force du Marathon de Montréal, selon toi? Ben, moi, je pense que c'est qu'on prend rien pour acquis. On ne prend pas nos participants pour acquis, on ne prend pas la sécurité pour acquis, je prends pas mon équipe pour acquis. C'est tout le temps la volonté de faire mieux aussi. Ouais. Comment on peut faire mieux? Oui, ça a bien été, mais comment on peut faire mieux? Ouais. Fait que c'est un peu comme ça que je pousse l'équipe à essayer de trouver des meilleures façons de faire. Oui, ça a bien été, mais comment, encore une fois, je prends jamais rien pour acquis. J'essaie toujours de pousser l'équipe vers le haut, puis qu'on arrive encore avec des meilleures idées, des meilleures solutions, puis encore une fois, le participant reste au cœur de ces décisions-là. On a fait des mauvais coups, mais l'idée, c'est toujours de ne pas refaire le mauvais coup 2 fois de suite. Là. Donc, comment on peut apprendre de ça, puis comment on peut sortir grandi, puis comment on peut améliorer cette expérience-là. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te challenge en disant « Ah, il me semble que j'aurais emprunté un autre parcours, j'aurais fait ça différemment. » Vous l'avez analysé, le parcours, là, tu sais, maintes et maintes fois. Moi, j'ai dit tout le temps, j'ai couru, j'ai fait 10 marathons dans ma vie, puis peu importe que ce soit New York, Rome, Copenhague, il y a des bouts de plate dans le marathon. Tu sais qu'il y a des bouts de plate, mais on a la chance d'avoir un parcours qui est 100% à Montréal. Oui. Donc ça, c'est un bel accomplissement que nos équipes sont capables de créer. Puis c'est sûr qu'on a un parcours aussi qui est fait en fonction pour minimiser l'impact sur les résidents, parce que comme je viens de le dire, 100% du parcours est à Montréal. Ouais. Donc, c'est certain que... puis le parcours, c'est le même année après année. Comme ça nous permet aussi d'avoir plus de prévisibilité avec la Ville de Montréal, avec nos différents partenaires. Je les nomme, là, le service de police de la Ville de Montréal, le service des incendies, Urgence Santé, qui est un super partenaire à nous aussi, la STM, qui est un partenaire, et la Ville de Montréal. Donc, tous ces intervenants-là, on travaille sur un parcours qui est le même depuis 2022. Donc, plus de prévisibilité. Aussi, les résidents qui sont sur le parcours aussi, on essaie de les mobiliser, qui viennent soit être bénévoles, donner un coup de main, ou il y a une règle non écrite en course à pied qui est un peu générale, c'est que si tu cours pas, tu viens encourager. Ouais. Donc, on invite tous les gens à venir encourager le long du parcours. Donc, ça fait en sorte que ça crée une expérience qui est bonifiée pour les coureurs. Puis aussi, c'est un parcours qui devient un peu, comme c'est le même année après année, ben il y a des endroits qui deviennent mythiques, là, comme la fameuse Côte-Berry. Tu vas voir la Côte-Berry, fait que là, les gens l'appréhendent, les gens vont s'entraîner à Côte-Berry, Puis pour le marathon, c'est le fameux boulevard Saint-Laurent, là, aller-retour, donc ça devient un peu... Ça devient des endroits mythiques où les gens peuvent partager leur expérience, puis les gens vont s'entraîner, les gens l'appréhendent, les gens passent au travail, puis les gens sont fiers d'avoir accompli ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas une résistance au changement par rapport au trajet, c'est qu'on sait que c'est lui qui est le plus optimisé. Là. Moi, les événements d'un point de vue de sécurité que j'ai été voir dans le monde, surtout quand on parle des grands marathons, les grandes villes qui en tiennent, ils ne changent pas de parcours. Là. C'est le même parcours depuis 80 ans, peu importe. Donc, à un moment donné, il faut comprendre ça. Deuxièmement, il y a une réalité. Bâtir un parcours, puis ça, c'est tout le crédit va à Mario. C'est le cerveau derrière. On le salue. On le salue. Salut, Mario. c'est là où il faut comprendre. Tu peux pas fermer une ville. Donc, déjà là, tu ne peux pas créer d'enclave. Tu ne peux pas enclaver un caserne d'incendie, une station de police, un hôpital, une RPA, une CHSLD. Fait rajoute ces réalités-là. Rajoute par-dessus ça. Tu ne peux pas créer d'impasse nord-sud, est-ouest. Ça prend des trajectoires. Non, ça prend ça. Après ça, tu as la construction. Il n'y a pas de construction à Montréal, on s'entend. Ouais. Right? Donc, non, je n'ai jamais vu ça. Qu'on orange. Exact. Puis je dis Montréal, je les taquine, mais en réalité, c'est partout au Québec. Là. Donc, quand tu commences à rajouter tous ces layers un peu de particularités, des options qui restent, qui respectent un 42 km qui est le fun, qui a de l'ombre, qui n'est pas juste une boucle dans laquelle tu tournes, il n'y a pas 15 façons d'en faire à Montréal. Puis ça, il faut que les gens comprennent, ça vient avec une grande connaissance de cause qu'il faut aussi être capable de le fermer, de le sécuriser, ce parcours-là. Ouais. Donc, une fois que tu l'as dessiné puis qu'il y a une adhérence parcours par tout le monde, il faut aussi le sécuriser, ce parcours-là. Puis on ne fera jamais l'unanimité aussi. Là, c'est ce que je me suis rendu compte. C'est des fois, j'en parle aux équipes, puis je viens un peu avec l'analogie de la note de plongeon. Là. Il enlève la meilleure note, puis il enlève la pire note. C'est quand on fait les sondages, on est le meilleur événement au monde, puis on est le pire événement au monde. Donc,
c'est le meilleur parcours que j'ai vu dans ma vie, puis c'est le pire parcours que j'ai vu dans ma vie. On peut pas plaire à tout le monde. T'enlèves un peu les deux extrêmes, ça fait un parcours qui est optimisé pour, oui, la sécurité, les fermetures de rue, les résidents, les caractères uniques historiques de Montréal. On passe quand même on part du Parc Jean-Drapeau. Le Vieux-Montréal, c'est magnifique. On monte la fameuse Côte-Berry. Ouais. Le demi-marathon tourne sur Saint-Joseph, qui est une super belle rue. Le marathon, lui, il tourne à gauche sur Saint-Joseph aussi pour aller prendre aller-retour Saint-Laurent jusqu'à Rivière-des-Prairies, sur le bord de l'eau. On court sur le bord de l'eau, on revient Saint-Joseph, on termine dans le magnifique Parc Maisonneuve. Donc, c'est rare d'avoir des parcours comme ça qui passent par tous les endroits emblématiques d'une ville. Parc La Fontaine aussi, qui est magnifique. Donc, c'est dans un village gay aussi. Donc, c'est vraiment plein d'icônes de Montréal que les participants empruntent. Puis c'est ce qui fait le caractère unique du Marathon bénévole de Montréal. Oui, je suis d'accord. Ça ressemble donne le goût de courir? Hey, mais non, mais moi, je cours déjà, mais des petites distances. Là, t'sais. Non, mais là, je vais faire le 10. Ça va être la première fois que je fais votre marathon. En fait, ça va être mon premier marathon. Ben, je fais pas un marathon, mais Ton premier 10? Oui. OK. Je suis stressée. Mais là, parce que je suis plus stressée. C'est bien trop bien d'organiser votre affaire. Ça va bien aller. Tu viendras nous visiter. On te montrera ce qu'on fait. Puis, écoute, dis-toi toujours que ça, c'est 10 de plus que moi. Ah oui? Écoute, tu dois au moins faire 2-3 km de marche pendant la journée, là. Durant le marathon? Oui. Ah, je fais mes 25 000 pas. Ça, c'est ben, c'est ça. Ah, ouais. C'est l'exception de l'année. Ah ouais, hein? Là, je pense qu'il y a des belles affaires là, qui s'en viennent pour Courons Montréal. Oui, c'est sûr que, comme tu disais tantôt, là, on travaille 13-18 mois d'avance, même 2 ans d'avance. Donc, nous, dans les derniers mois, avec l'équipe, on a travaillé sur déposer les candidatures pour avoir les championnats canadiens du demi-marathon pour 2027-2028. Puis, on est super heureux d'annoncer qu'on va les avoir. Oh, donc, yes! c'est une belle réussite pour l'équipe. On travaille fort depuis 2022 pour acquérir une notoriété au niveau des courses au Canada que le marathon avait déjà là, avec les années, mais peut-être ça s'était perdu un petit peu dans les dernières années, mais que en 2027-2028, on soit l'autre des championnats canadiens du demi-marathon, c'est un bel exploit. Puis aussi, on continue, on a plein d'autres projets là, qui sont en cours de développement que je ne veux pas précipiter, mais on va avoir plein de belles annonces bientôt. Là. Ah ouais, hein? Ben là, tu nous mets trop l'eau à la bouche, là. Faut que tu nous parles, non, c'est pas vrai, de ce qui s'en vient. Pour faire la blague, il faut qu'il nous donne le temps maintenant de faire la job pour suivre cette croissance-là pour que ça reste un événement le fun et sécuritaire. Non, exactement. Puis, tu sais, oui, il y a des perspectives de croissance. Là. Les gens, des fois, on regarde ce qui se passe à New York, à Londres, à 55 000, 60 000 participants. C'est sûr que c'est des chiffres qu'on regarde, qui nous fait saliver en quelque sorte, que c'est des objectifs. Mais encore une fois, il faut toujours que les équipes en dessous soient capables de le prendre puis que l'expérience du participant soit optimisée. Mais c'est certain qu'on rêve à ces chiffres-là. Là. Parce que, tu sais, une augmentation de 40 %, c'était en quelle année, ça? C'est de 2024 à 2025. Mais là, tu sais, quand tu dis que les inscriptions sont full à 35 000, mais c'est parce qu'avant, on avait la saturation était à quoi? 25 000? C'était quoi le c'est avec la capacité qu'on a en ce moment. Puis, faut mentionner aussi que nos équipes, au niveau des opérations, services médicaux, mesures d'urgence, on partage aussi avec d'autres événements du groupe Tonic qui sont sous le même chapeau. Donc, cette année, on a les championnats du monde de vélo qui a lieu en septembre et les Grands Prix cyclistes. Donc, c'est sûr que ça mobilise énormément ces équipes-là. Ouais. Ce qui freinait un petit peu cette croissance-là pour cette année. Mais encore une fois, on est déjà pour l'année prochaine d'avoir des scénarios pour augmenter significativement le nombre de participants. Ça peut se faire justement de 35 à 38. C'est pas obligé de faire un gros boom à 60 000 demain matin. Le record du marathon de Montréal, le marathon de Montréal est à 36 000. En 2016, 36 000 participants. Exactement. Donc, on va y aller étape par étape. Un peu plus tard. Puis c'est ça, encore une fois, on grandit. N'oublions pas que les services en arrière sont en surcapacité pour avoir un peu de marge de manœuvre s'il arrive quelque chose. Donc, toi, tu regardes, tu passais de 32 à 35, ça va, c'est juste 3 000, mais c'est 100 patients de plus. Ben non, mais puis, tu sais, moi, la première question que je pose avant, parce qu'on le sait que la demande est là, on est complet depuis quelques semaines, quelques mois, on le sait que la demande est là. Mais quand je fais mes projections pour l'année prochaine, les premiers que je consulte, c'est Eddie puis Mario.
les mesures d'urgence Ouais. médicales puis les opérations. Est-ce que le parcours, est-ce que le service médical est capable de le prendre? Je suis capable de suivre. Puis après ça, toute la machine marketing, ça, il n'y a pas de problème là, pour générer ces inscriptions-là. Ça, je ne suis pas inquiet qu'on va atteindre, on va réussir à remplir ces places-là. Mais les premières questions, c'est au niveau sécurité opérationnelle, est-ce qu'on est capable de le prendre? Ouais. Puis après ça, si la réponse est oui, ben là, on fait tout le reste pour s'assurer d'atteindre nos objectifs. Ben, tant que c'est graduel, tu sais, je pense que c'est ça. C'est plus sécuritaire comme ça parce que ça nous permet de trouver c'est où les bloquants. Ouais. Parce qu'à un moment donné, la réalité, c'est que les limitations de capacité, ça va pas venir de nous. Il y a des limites à combien je peux déplacer de personnes simultanément dans une période concentrée en transport en commun. Il y a une limite, même si j'ai de la capacité financière et que je demande des ressources d'ambulance dédiées à l'événement, je ne peux pas en inventer des ambulances qui n'existent pas. Ça prend des paradigmes pour les mettre dedans. Mm-hmm. Donc, on va frapper un mur à un moment donné qui ne sera pas dicté par nous aussi, mais des fois par la limite de nos partenaires. Donc, c'est ça qui fait un travail d'équipe. C'est Alex nous consulte. Nous aussi, on consulte nos partenaires. Ouais. Tu quand même me suivre dans cette aventure. Jusqu'à présent, on leur donne un gros thumbs up, bravo. Parce que J'ai eu des discussions avec d'autres organisateurs de courses, puis eux, ils l'ont poussé cette limite-là. Là. Ils se sont rendus à 38, 40, puis ils ont dit non, OK. notre chiffre, là, c'est 36. Puis OK. on va rester à 36 parce que c'est là que l'expérience bien. du participant est maximisée, les équipes sont capables de le prendre. Puis comprends. tout le au-dessus, ça fait juste créer plus de frustration. Donc, on perd en crédibilité, on perd en notoriété. Donc, nous, notre chiffre, c'est ça, puis on bâtit là-dessus. Ça donne un beau regard en tant que coureur par rapport à l'organisation qu'on ne connaît pas. Tu sais, nous, on se pointe et on espère passer une belle journée. Et c'est le cas. Mais tu sais, de comprendre un peu comment ça se passe derrière, là, je pense que c'est rassurant aussi, surtout. ça fait plaisir. On a hâte de te voir comme Participante. participante, pas comme patiente. Tu pourrais pas faire un petit 10 pendant le marathon, pendant que tu travailles en même temps? Ah, j'aimerais ça, mais c'est rarement. Je me le permets pas. Peut-être Ouais. un jour. Peut-être Non, un c'est jour, des je me blagues. le permets pas. Ouais. Mais j'ai toujours une course de prévue à l'automne. Là, donc, Ah ouais, c'est vrai? puis je continue à m'entraîner tout le temps quand même. Ben oui. Je cours un peu partout. Ben c'est sûr que de travailler en même temps que courir, c'est pas l'idéal. Hein? Pas optimal. Là. Ouais. Merci les gars. Merci à toi. Merci beaucoup.